Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast qui, chaque semaine, jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. À l'affiche, La Cerisay de Tchekhov, dans la mise en scène de Clément Hervieux-Léger, salle Richelieu, à partir du 21 février et jusqu'au 1er juin. C'est donc dans la lumière de l'hiver qu'on va retrouver ces personnages comme au bord d'eux-mêmes, souvent fragiles, défaits, désœuvrés, mais pleins de rêves. Des rêves aux couleurs un peu sépia, qui parlent d'art, de théâtre, d'amour absolu. Des jours qui se suivent, qui souvent se ressemblent, une maison familiale. Une classe sociale qui refuse la fin d'une époque, de tous ces sentiments, de toutes ces émotions, de ce théâtre fin, intime, délicat. Nous allons parler avec deux invités aujourd'hui. Bonjour Florence Viala. Bonjour. Et bonjour Loïc Corbery. Bonjour. Merci d'être là, tous les deux sociétaires de la Comédie Française. Merci de prendre le temps de partager avec nos auditeurs votre théâtre, votre Tchekhov. C'est une production que vous connaissez bien, parce que je le disais, c'est une reprise. Alors, comment on retrouve les habits de Lyubov, les habits de Lopakhin? Ce sont de vieux amis, comment on les retrouve? Moi, je les retrouve par le texte. Je me suis replongée dedans et j'avais l'impression que j'avais tout oublié parce que c'était comme il y a 2 ans. Et en fait, tout revient tout de suite. Mais les émotions et les couleurs. Et j'ai parlé le 15 janvier d'un costume que je porte dans La Cerisay en disant qu'il était bleu. Ouais. Et en lisant, je me suis dit, mais il n'est pas bleu mon costume au fait, il n'est pas du tout bleu, pourquoi j'ai dit ça? Voilà, donc c'est vraiment, ça part quand même du texte. Ça repasse par le texte. Et chez vous, Loïc? Comme Florence, ça commence par l'inquiétude du texte en se disant « Mais mon Dieu, j'ai le sentiment d'avoir tout oublié ». Et comme Florence, parce qu'on est des bons élèves, j'ai remis le nez dans la brochure. Et d'abord, on se rend compte que les mots sont là. Et en fait, les mots nous ramènent à toutes les partitions, aux partitions physiques, aux partitions sensibles, aux partitions vocales. Tout d'un coup, tout revient. Me replongeant dans le texte, je revois des points de repère, des places, des rendez-vous avec les uns, avec les autres, avec moi-même, immédiatement. Et c'est toujours comme ça. On l'oublie toujours, on a toujours peur, mais on est toujours très vite rassuré. Et vous le disiez, ça fait 2 ans. Évidemment, en 2 ans, il s'est passé plein de choses, mais pour parler des choses brûlantes, vous terminez, vous, Loïc, la tournée des cubes, pas et cubes. Vous êtes dans ce grand voyage du soulier de satin. Et voilà, dans quelle mesure ces personnages-là, par exemple, ces aventures-là, eh bien, elles épaississent peut-être aussi ces retrouvailles. Absolument, c'est une grande chance à la Comédie Française que les acteurs ont par ce système d'alternance et de travail permanent qui fait que chaque reprise est nourrie quand même de tout ce qu'on a traversé, évidemment dans nos vies, mais surtout sur un plateau, quoi. Et c'est vrai que le manque est un joli moteur ici. C'est-à-dire que là, je me rends compte que La Cerisay me manque, que le spectacle me manque. Et ce qu'on se disait juste avant, hors antenne, l'une de mes grandes joies à l'idée de la reprise, là, c'est de retrouver tous mes partenaires. Il me manque. Voilà. Ouais, c'est comme une famille. Oui, c'est comme une famille qu'on va retrouver. Oui, puis il y a des nouveaux aussi, donc on va aussi accueillir des nouvelles personnes et c'est toujours... J'ai l'impression que c'est comme très particulier aussi à Tchekhov, l'histoire des maisons. Je me souviens, ça nous avait fait pareil avec les 3 sœurs. La maison, c'est-à-dire d'accueillir les gens dans notre maison. Et là, voilà, il va y avoir quelques remplacements, etc. Donc, se dire, on va les accueillir dans notre maison, dans notre décor, dans notre... Voilà. C'est vrai, puis Florence a déjà joué avec eux, mais moi, c'est vrai que là, ça va être pour moi l'occasion de rencontrer au plateau Edith Proust, Baptiste Chabaudy, il me semble, qui vont nous rejoindre sur la distribution. Et pour peu, et c'est le cas
toujours, avec Clément, qu'on ait le temps du vrai travail sur la reprise, qu'on ait le temps de retisser des choses avec des nouveaux acteurs, donc des nouveaux partenaires, pour peu qu'on prenne un peu le temps de retravailler la reprise. C'est des moments assez lumineux. Cette Cerizet, c'est la dernière pièce de Tchekhov. Vous avez évoqué les trois sœurs. Je pensais aussi à vous, Loïc, quand vous avez, par exemple, joué sur La Grande Route, qui est une pièce du tout début. Est-ce qu'il y a dans ce Tchekhov quelque chose de particulier, dans cette espèce de danse crépusculaire quand même, qui est cette dernière pièce? Ce qui est particulier à cette pièce-là, jouée ici, montée ici par Clément et jouée par nous ici devant nos spectateurs, dans cette maison, c'est que c'est une histoire de maison. C'est que c'est une histoire de gens qui vivent depuis des temps immémoriels dans un lieu et qui vont devoir s'en séparer. Et comme au moment de la création, il me semble, où on sortait du Covid, où même on a répété cette pièce en plein Covid, où l'existence même de tous les théâtres, mais même du nôtre, notre présence dans le théâtre était remise en cause. L'exploration de cette pièce par nous était très sensible pour ça. Et je me dis aujourd'hui, on reprend cette Cerizet aujourd'hui dans un contexte très compliqué pour la culture, où tous les théâtres sont mis à mal, où tous les théâtres sont fragilisés, le nôtre aussi, le nôtre en premier lieu, quoi qu'on en pense. Retourner sur un plateau pour dire qu'on n'a pas envie qu'on coupe les arbres de notre jardin, c'est pas rien. Oui, c'est sûr. Et Clément disait qu'il y avait dans cette Cerizet, il y avait monté Tchekhov et monté la Cerizet. C'est aussi pour ça que je vous demandais si elle avait une place particulière, parce que voilà, c'est une des très grandes pièces évidemment de Tchekhov, mais peut-être elle charrie avec elle aussi cet intime. On a finalement tous une maison, vous le disiez, la maison qu'on a en tant que citoyen, sa maison propre. Et je me demandais dans quelle mesure, justement, c'était un théâtre ici qui engageait particulièrement l'acteur. Ce théâtre du souvenir aussi. Est-ce que ça engage l'acteur dans l'idée de faire appel à une partie de soi-même, peut-être C'est un théâtre de... Enfin, pour moi, je trouve que c'est un théâtre des fantômes, beaucoup, Tchekhov. Des souvenirs, mais vraiment des présences, comment on peut dire, métaphysiques. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Quand on parle des arbres, il y a tout ce que vient de dire Loïc, et puis il y a aussi, voilà, ces arbres sont des êtres. Enfin, il y a les grands-parents, il y a la famille qui est souvent citée. Lyubov, elle cite souvent, c'est son père, son grand-père. Enfin, voilà, toute... Donc il y a comme pour nous tous, on est l'humain qu'on est, mais avec tous les aïeux derrière nous et tous les fantômes autour de nous, des amis, des parents, des grands-parents, des ancêtres, des tribus. Donc tout ça comment dire, tout ça est... On peut amener tout ça, on peut se servir de tout ça, et c'est pas forcément triste, c'est aussi dans la vie, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est pas forcément triste. Il y a aussi de la légèreté, il y a aussi de l'humour. C'est pas... Ça, c'est l'écriture de Tchekhov, bien sûr, bien sûr. Vous avez parlé de partition, et c'est vrai qu'il y a quelque chose justement de très musical dans cette écriture, parce que on dit c'est une pièce chorale. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnages. Pour autant, est-ce qu'on s'écoute beaucoup, ou est-ce qu'on se parle davantage à soi-même? Comme je crois que c'est... Enfin, moi, c'est une parole qui m'a été rapportée, même si je n'ai jamais travaillé avec lui, mais je sais que pour Alain Françon, la notion de chorale démocratique est très importante. Florence pourrait en parler mieux que moi, qui a beaucoup travaillé avec Alain. Mais je ne crois pas que ce soit de lui, d'ailleurs, à la base. Non, c'est Peter Stein. C'est ça. Et, mais ce qui est très beau, c'est que toutes les paroles se valent. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Il y a des personnages plus étoffés que Tchekhov développe plus, mais toutes
tout ce que dit chacun devrait être au même niveau de l'autre. Toutes les paroles se valent. C'est pas le cas souvent dans le répertoire. Et on pourrait presque, c'est cette fameuse chorale démocratique, mais le texte pourrait être presque déplacé, je ne sais pas comment expliquer à la radio, déplacé de personnages, décalé d'un mot, par exemple. On décale tout d'un mot. Donc, ça marcherait aussi. C'est-à-dire que le texte se passe comme un relais. C'est un relais que chacun passe. Mais moi, je dis ça, mais peut-être ça pourrait être l'Opakine aussi. Enfin, voilà. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose quand même dans le rythme de cette écriture. Il y a des moments, des personnages qui parlent, il y a quand même beaucoup de questions auxquelles personne ne répond en fait. Elle est pourtant adressée à quelqu'un. Il y a beaucoup ça dans ce théâtre. Donc il y a aussi cette idée du théâtre où c'est une sorte de personnage qui se parle lui à lui-même, qui est une forme de question-réponse avec lui-même de temps en temps, des tas comme ça, d'introspection. Et pour autant, ils sont ensemble dans un même voyage. Mais il y a quand même quelque chose d'assez particulier dans cette écriture, à la fois du quotidien, de gens du quotidien. Mais en vous écoutant... alors, est-ce qu'ils s'écoutent ? Vous avez raison, je n'en suis pas certain. En revanche, je ne crois pas qu'ils se parlent à eux-mêmes. Je pense que tout est adressé toujours. Oui. Il y a toujours un récipiendaire à une parole. J'ai pas le sentiment que, à part quand ils sont tout seuls, peut-être Fierce à la fin, et encore, mais que tout est adressé à quelqu'un. Soit à plusieurs, soit à quelqu'un en particulier. Alors il se trouve que parfois, la personne à qui c'est adressé ne l'entend pas et c'est quelqu'un d'autre qui l'entend. Ça arrive souvent, c'est ça qui est assez beau. Mais je crois pas qu'il y ait de l'introspection véritable. Au contraire, je pense que c'est de l'intime donné c'est de l'intime exprimé continuellement et exprimé à l'autre. Et parfois, il y a aussi des choses qui ne sont pas conscientes, il y a beaucoup d'inconscient dans ce qu'ils disent. Donc c'est au spectateur. C'est le spectateur l'entend, et parfois le personnage ou la personne à qui ça s'est adressé ne l'entend pas. Et seul le spectateur l'entend. Et alors, comment est-ce que, justement, vous évoquiez Clément Hervieux-Léger, qui a mis en scène cette Cerizay. C'est un spectacle très important pour lui, mais qui montre beaucoup de pièces de théâtre, mais d'opéra aussi, un spectacle auquel il est, je crois, très attaché. Comment vous allez reprendre ce travail ? Comment il vous fait travailler cette subtilité aussi voilà, camper vos personnages, l'écoute les uns des autres, la manière d'incarner ces petits riens, en fait. Parce que ce qui est aussi particulier, c'est qu'il n'y a pas de retournement dramatique. Enfin, il y en a un quand même. Mais bon, je veux dire, c'est pas un théâtre du cataclysme. Non, c'est pas spectaculaire. Voilà, spectaculaire. Donc, il faut réussir à trouver quand même une ligne. Travailler avec Clément, c'est travailler sur l'addition de détails. Je parlais de partition tout à l'heure, des détails de corps, de détails de place, d'un regard, d'un mouvement. Il y a une grande précision dans la direction de Clément, mais une précision qui est uniquement, j'ai envie de dire, physique. Toute la cuisine de l'acteur, elle lui appartient. Tu me dis si je me trompe. Mais... Non, mais c'est marrant parce que en y réfléchissant, quand vous posiez la question, je me disais, alors qu'ils n'ont pas grand-chose à voir comme mettre en scène, mais ils ont ça en commun avec Alain Françon. Et c'est aussi... c'est Tchekhov qui les relie à ce niveau-là, mais c'est vrai que sur le détail, sur la mise en scène, c'est-à-dire mise en scène, encore en espace, ta place, elle est là comme ça, et pas, c'est pas aventureux, ça n'est pas des carcans, mais c'est vraiment, il raconte aussi par la place des corps, par la place. Bien sûr. Ouais. Pour Clément, il est plus important. Il peut se passer beaucoup de choses. Si un acteur déplace un objet, par exemple,
beaucoup plus de choses que si l'acteur essaie d'exprimer quelque chose d'incroyable par son jeu. Le simple fait de déplacer quelque chose, de déplacer un objet par exemple, peut être révélateur d'un inconscient dont parlait Florence tout à l'heure, absolument fabuleux. On peut passer des heures avec Alain comme avec Clément sur le moment auquel je vais prendre une tasse, par exemple. Bien sûr. Le moment où je vais prendre la tasse de café dans la Cerisay, on en a parlé très longtemps. À quel moment je prends cette tasse de café, c'était très important. On peut imaginer comme ça, en vous écoutant, que Clément aurait dans sa tête toute une partition très très claire. Pour autant, je pense que dans le travail, vous êtes attendu aussi comme proposition, comme force de proposition. Clément a ce mérite, a le mérite qu'ont ces grands metteurs en scène qui nous donnent l'impression que tout vient de nous. Et il nous donne l'impression que, en fait, on a tout inventé. C'est assez merveilleux parce qu'on est en grande confiance. On a l'impression que comme tout est né de nous, ça va être facile à retrouver après, ce qui est vrai. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Clément tisse sa mise en scène en nous observant avec un œil aigu et bienveillant et très attentif à tout ce que nous sommes, à tout ce que nous faisons au plateau. Et il prend ça à ce moment-là. C'est formidable. Peut-être plutôt comme ça, mais évidemment, il ne peut faire qu'avec l'acteur, qu'avec ce que l'acteur va lui proposer, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Il parle de pièces assez impudiques pour l'acteur quand il parle de la Cerisay. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Qui dit ça ? Clément. Est-ce qu'il trouve que ça demande à l'acteur de se connecter avec quelque chose d'intime ? C'est peut-être ce dont on parlait, c'est-à-dire que alors là, c'est tout à fait personnel, mais c'est une connexion peut-être avec ses fantômes, avec cet inconscient, avec cet inconscient des mots, de ce qui est écrit. C'est à nous aussi de lire ce qui est écrit, ce que le personnage dit et ce que la pièce raconte. Donc faire un... je ne sais pas comment dire, faire un filtre entre les deux, faire une éponge entre les deux. Et donc c'est incompréhensible ce que je raconte. Non. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui sera plus beau. Claudel s'invite partout. Toujours. C'est très pratique. Mais oui, c'est ça. Elle est peut-être là, l'impudeur. Il faudrait demander à Clément. Mais peut-être que c'est une pièce qui... Mais j'ai envie de dire qu'elle est impudique pour les spectateurs aussi. Comme je pense qu'on a tous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit un lieu ou autre chose, on a tous notre Cerisay. Donc on a tous confronté à cette histoire-là, à ces personnages-là, leurs inquiétudes, leurs angoisses, leur violence parfois. On est tous confrontés à des souvenirs, à des émotions, à des traces de nos vies. Dans cette pièce je ne sais pas comment dire, est un catalyseur. Ça parle beaucoup de l'abandon, donc on a toujours de l'abandon de soi, de l'abandon de quelque chose, de l'abandon de quelqu'un, de l'abandon d'un parcours, d'un chemin, de l'abandon de la jeunesse, de tout ce qu'on abandonne, tout ce qu'on laisse derrière nous. Et la jeunesse, pour Lyubov, c'est sa maison. Beaucoup, bien sûr. C'est cette Cerisay. Bien sûr. Et tout ce qu'on abandonne, donc c'est peut-être, c'est forcément, ça renvoie à des choses... oui, et puis c'est un rapport au temps aussi. Un rapport au temps énorme. Oui. Le temps revient très très souvent, bien d'ailleurs. C'est quand même un mot qu'on croise beaucoup quand on le lit. C'est vrai, vous disiez la jeunesse, et je me disais justement dans ce truc du détail, à la fin, quand la maison est vendue, on n'a pas, mais bon, quand même. Ah bon? Mais qui l'a acheté? La maison est vendue? Elle dit que c'est toute sa jeunesse, en fait, qui part.
Eh oui. Et C'est tout son passé. et c'est ça. Et C'est tout son passé. Donc, elle laisse son passé. Mais il y a énormément de gens pour qui ont vécu ça. C'est-à-dire des maisons de famille qui sont vendues, où vous avez appris à marcher, où vous avez joué petit avec vos frères, vos sœurs qui sont peut-être plus là, ou avec qui vous entendez plus, ou vos grands-parents qui sont décédés. Enfin, tout ça s'en va. Vous la voyez comment, vous, Lyubov? Oh là. Ouais. Ouais, ouh. Sacrée question. Je la vois comment? Je la vois vivante, je la vois solide, je la vois forte. Je la vois très vivante. Je la vois allant vers la vie. Elle va vers la vie tout le temps. C'est ce qui fait qu'elle abandonne le passé, qu'elle abandonne les choses derrière elle et qu'elle en souffre. Donc c'est très paradoxal, mais elle va vers la des vie. hauts, des bas. Elle varie quand même un peu. Bien sûr, il est dit Avec des saillies. Il est dit qu'elle prend des médicaments, qu'elle a des problèmes un peu neurologiques. Enfin voilà, elle est un petit peu, comment on va dire, nerveusement un peu fatiguée, mais sans doute à cause de ça, à cause de tout ce qu'elle a traversé, mais très vivante, très. C'est comme ça que je la vois. Vous qui l'avez joué avec Françon, justement, et dans La Cerisay, vous avez joué La Cerisay. Oui. Oui. Oui, là je jouais Charlotta. Oui, c'était avec, pas le même rôle, mais je veux dire, c'est intéressant toujours quand on a une pièce qu'on a pu voir sous des regards bien différents. sûr. Et vous, Lopakhin, vous le voyez comment? Tout à l'heure, en écoutant Flo, c'est drôle. Quand on parlait de la particularité pour nous de jouer cette pièce ici, dans cette maison, je me rends compte que tous les soirs, j'ai envie, Flo, de pouvoir dire « c'est ma maison ». Ici, en regardant le théâtre, c'est ma maison. Moi, je suis celui qui n'est pas de là, qui n'est pas d'ici. C'est un peu sa maison, mais par procuration. Mais c'est celui qui va acheter cette maison, qui va lui donner une nouvelle vie, c'est-à-dire tuer la vie qui précédait, qui va détruire la vie qui précédait pour amener une nouvelle vie, pour amener un nouveau monde. Donc voilà, je me rends compte, et c'est étrange toujours d'être celui qui vient pour fermer la porte. Voilà, pour tous ces gens qui sont là chez eux depuis une éternité, d'être sur celui qui va fermer le bilan et passer à autre chose. Comment je le vois, ce Lopakhin? Comme un petit garçon qui aimerait que rien ne change, qui aurait aimé rester enfant toute sa vie sous le regard de cette femme, mais qui aujourd'hui se retrouve dans l'incapacité d'accepter que les gens refusent de bouger, que les gens refusent de changer. Il est dans la marche du monde, il est dans la marche du nouveau monde, avec les dommages collatéraux que ça peut occasionner. Et au fond de lui, le regret quand même que tout ça n'existe plus. Pareil, vaste question quand même. Oui, c'est compliqué. Mais c'est vrai que elle aussi est dans le regret de tout ça, mais elle range très vite. Elle range très vite. J'ai l'impression qu'elle c'est un peu à la Serpe, quoi. C'est drôle parce que finalement, celui qui a le plus l'intuition que quelque chose de grave va se passer et qu'il faut essayer de l'éviter, c'est Lopakhin. Bah oui, c'est un personnage complexe aussi. Oui, assez complexe, puis qui se retrouve en plus entraîné malgré lui, peut-être, dans cette drôle d'aventure de devenir le nouveau propriétaire. Mais c'est lui qui voudrait faire en sorte que le monde d'avant tienne. C'est lui qui essaie de donner toutes les armes et tous les signaux d'alarme possibles pour que, attention, il peut se passer quelque chose de grave, essayons de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais malheureusement, la catastrophe arrive par lui. Ouais. Et Lyubov, elle essaye de se protéger de cette idée de ne pas l'entendre. Oui, elle ne veut pas l'entendre. Elle procrastine. Elle est comme son frère. Ils restent comme ça dans leur enfance. Ils n'ont pas envie de...
Et puis, il y a aussi, comment dire, il y a aussi un petit peu de fainéantise. Ils n'ont pas envie de s'emmerder avec ça. Non, on ne veut pas rentrer là-dedans. Ils ne veulent pas creuser. Ils veulent pas retourner la terre pour voir, pour soulever les tombes, quoi. Et c'est concrètement, puisque son fils est enterré dans ce jardin. Donc ils veulent pas trop gratter. Puis leur présence, leur état est tellement séculaire, ancien, qu'ils ont le sentiment que ça ne changera jamais, qu'il y aura toujours une solution, qu'ils trouveront toujours un moyen pour que les choses restent comme elles sont. Le frère, c'est Éric Genovese. Oui. Quand on parlait de musique, je me disais qu'il y a aussi dans le théâtre, évidemment, une question de timbre. Ça existe aussi, ça, des voix comme des corps qui vont bien ensemble. Et c'est vrai que il y a ça aussi qui est trouvé dans cette distribution, peut-être de savoir marier quand c'est quelqu'un de la troupe qui vous distribue. Est-ce que vous sentez qu'il y a une intimité particulière ? Une connaissance telle, évidemment, des uns des autres. Bien sûr, Clément... Parce que là, il y a une harmonie évidente. Sa pièce, sa distribution est peut-être le moment le plus important pour Clément. Savoir qui, pour quel rôle, en sachant ce que chacun va amener consciemment, ce que chacun va amener inconsciemment, ce qu'il va pouvoir faire de tout ça, et surtout, ce qui va se passer entre nous. Flo et moi, on a tellement joué ensemble que Clément, il est très curieux et il a l'intuition que tout d'un coup, de nous distribuer dans Lyubov et dans Lopakin, beaucoup de choses vont se jouer du passé aussi et qui vont se retrouver sur le plateau entre ces deux personnages. Et en ce qui concerne Éric Genovese, bien sûr. Et puis il y a cette chose de mélange de générations qui est très propre à notre troupe, évidemment, mais qui est très propre en général aux distributions que propose Tchekhov, qui est aussi qu'on a un spectre de générations qui va de la grande jeunesse à la grande vieillesse, avec toutes ces voix d'hommes, de femmes, d'âges différents qui se marient. Là, en fait, je pense à ça parce que je pense à cette scène où c'était Éric, au départ, Adeline et Rebecca Marder, ensuite Adeline, Éric et Claire de la rue du Camp. Et là, maintenant, je crois que ce sera Éric, Adeline et Morgane Réal qui va rentrer dans la troupe comme auxiliaire et qui nous rejoint sur le spectacle. Voilà, il y a la voix d'Éric et faut s'accorder. Et deux voix d'extrême jeunesse, de jeunes femmes à côté. Et c'est vrai que ce moment est toujours assez beau vocalement à entendre. Ouais. Il y a une vraie musique. On dit qu'il y a une musique chez Tchekhov, comme il y en a une chez Shakespeare. Voilà, ça fait partie de ces auteurs qui ont un monde, j'imagine, pour l'acteur. Il y a une impatience tout de suite à jouer ces rôles-là. Et est-ce qu'avec le temps, voilà, ça fait partie aussi de ces auteurs qu'on a envie de garder, de jouer longtemps. Moi, je suis fan absolue. Moi, ça fait partie de mes préférés, parce que pour tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que pour toute cette chose qui est à la fois et surtout dans notre théâtre, ça marche très très bien, ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je vous parle des fantômes ici, il y en a tellement des fantômes qu'on a connus et d'autres qu'on n'a pas connus et donc tout ça est mêlé et Tchekhov est toujours empreint de ça, de vie, de petits détails, de tout ce qu'on raconte, de l'humain en général et des faiblesses de l'humain. Et il n'y a jamais de héros, c'est toujours des gens cassés, boiteux, brinque-ballants, défectueux. On a l'impression qu'il a mis tous les défectueux dans ses pièces. Voilà, que ce soit n'importe lesquels, c'est toujours des gens qui ont raté quelque chose. Donc c'est merveilleux à faire, c'est merveilleux à jouer. Et puis ça inspire toujours aussi évidemment les metteurs en scène aussi de s'accaparer avec leur vision propre ces œuvres-là. Là, je pense à vous, par exemple, dans Vania aussi, qui était le Vania d'après Tchekhov, Julie Delica, et je pense à vous, Loïc, avec Une mouette, bien sûr, qui va arriver d'après Tchekhov, là aussi, adaptation mise en scène d'Elsa Grana.
c'est aussi ça. On ne peut pas résister tellement, en fait, peut-être aussi pour les metteurs en scène à ce Tchekhov, et on a envie soit de le mettre en scène de façon... Oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est la magie du répertoire. Voilà. Ils sont quelques-uns comme ça. Des grands auteurs qui restent encore et qui vont rester encore pour très longtemps, dont on a de cesse de vouloir s'y replonger. Parce que c'est inépuisable. C'est inépuisable. C'est ces auteurs qui parlent tellement bien de l'être humain, quel que soit le contexte social, politique, les années, peu importe. À chaque fois, ça nous renvoie à des humains d'aujourd'hui, même si c'est toujours pour Tchekhov, c'est comme très contextualisé à la Russie, etc. Mais quand même, ces humains-là, on les retrouve aujourd'hui très facilement. On les connaît. C'est notre frère, notre beau-frère, notre cousin, notre grand-père. Enfin bon, c'est... Donc et tous les écueils de l'être humain, tous les sont visibles, donc c'est inépuisable. Et sans aucun jugement, en fait, sans aucun jugement. Oui, sans aucun jugement. Oui. Il y a pas, chez Tchekhov donne pas il donne pas le bon ou le mauvais rôle à tel ou un tel. Il donne à entendre des gens avec des destinées différentes et des discours différents et des regards sur le monde différents. Et il voit ce qui se passe, mais il dit pas, il n'y a pas de leçon, il n'y a jamais de leçon donnée. Il était scientifique, donc il était médecin. Oui, donc il décrypte, voilà, il fait une autopsie à chaque fois de chaque personne. Oui, puis avec des vérités qui peuvent s'exclure l'une l'autre aussi. Évidemment, se compléter, s'annuler, évidemment. Et c'est merveilleux pour le spectateur d'être confronté à sa propre contradiction, parce qu'il voit sur le plateau un auteur et des acteurs qui assument la contradiction dans le monde. C'est assez beau. Eh bien, on va retourner le voir. Enfin, retourner pour ceux qui ont la chance de déjà l'avoir vu, mais le découvrir aussi, évidemment, cette Cerisay à partir du 21 février et jusqu'au 1er juin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.